Bonjour à tous. Donc deux exposés tout à fait différents l'un de l'autre. Le premier s'appelle de la révolution technique à la révolution mentale. Donc ce n'est pas un exposé de maths, c'est un exposé expliquant quelque chose que tout le monde sent confusément et dont personne ne comprend vraiment les raisons, y compris des gens qui connaissent de l'informatique, c'est pourquoi ça change le monde, qu'est-ce qui se passe. Et le deuxième, ce sera un exposé sur les langages de programmation, avec deux objectifs. Vous montrer d'abord pourquoi c'est normal qu'il y en ait des milliers, et que votre problème de savoir quel est le bon n'est pas prêt d'être résolu. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis du parallélisme, qui est une notion devenue absolument fondamentale en informatique, et qui est assez différente aussi de ce qu'il y avait avant. Donc on va commencer par la révolution. Donc oui, l'informatique change le monde, et qu'est-ce qui se passe en fait ? Ce n'est pas un changement anodin, ce n'est pas une technique, l'informatique, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est un changement mental, profond, et ceux qui le comprennent sont en train de devenir des maîtres, et ceux qui ne le comprennent pas sont en train de devenir des esclaves. C'est assez simple, pas dans tous les domaines, mais dans beaucoup de domaines. Alors, les politiques en particulier ne sont pas les plus... Mais quand même, il y a un peu de compréhension, puisqu'en 2015, grâce à l'effort de pas mal de gens, dont certains sont ici, il y a l'introduction de l'informatique à l'école en tant qu'objet identifié. Alors, ce n'est pas encore fini. Bon. Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si on regarde le 18e, 19e, 20e siècle, c'est ça. C'est un triangle. Toutes les sciences et toutes les techniques sont construites autour d'un triangle. Au début, matière-énergie, les moteurs, la compréhension de l'énergie, la compréhension de la matière, de la gravité, toutes ces choses-là. Et puis après, à partir de 1850, les ondes. Et absolument tout le XXe siècle est construit autour de ce triangle. Et tout le programme de taupe est construit autour de ce triangle, c'est absolument clair, et tous les programmes de maths à terre sont construits autour de ce triangle. Bon, alors ce triangle nous sert énormément, il continue à nous servir, il n'est pas prêt de s'arrêter, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au XXIe siècle est arrivé un quatrième larron, qui est l'information, et l'algorithme qui va avec. Et ça, une des choses que les gens ont du mal à comprendre, toujours, pas tous, c'est que c'est complètement différent. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ça ne ressemble pas du tout. La façon dont on travaille avec ça n'est pas du tout la même que celle avec laquelle on travaillait avant. Et l'information, ça se voit bien que c'est un peu différent. C'est un peu difficile à peser, à sentir, à mesurer, à mettre en boîte. Et par contre, ça a des vertus que n'a pas la matière. Par exemple, ça peut se recopier parfaitement, une fois que c'est encodé correctement, à une précision arbitraire. Donc c'est une chose très très différente. Et vous allez voir qu'un des problèmes qu'on a à l'heure actuelle dans nos sociétés, c'est que les gens persistent à raisonner sur l'information avec les raisonnements qu'ils utilisaient avant sur matière, énergie, onde. Et que ça ne va pas marcher. Et on va en voir à plusieurs occasions. Bien. Alors le premier exemple que je prends, il est tout simple, ça c'est pas récent, c'était ma première leçon inaugurale au Collège de France il y a 10 ans. C'était qu'avant, le XXe siècle, dont la frontière est assez carrément en 2000, le moment où Internet est arrivé, etc. Donc pour simplifier, je la mets en 2000. Au XXe siècle, et avant, il y avait vraiment une association absolue entre support d'information et information. Donc on ne parlait pas d'information, on parlait surtout des supports à cause de ça. Il n'y avait pas de quantification de la notion d'information, même si elle était connue dans certaines sciences. On parlait de la relation information-entropie, mais c'était vraiment latéral et gadget. Donc les bouquins, c'était du carton et du papier. Les disques, c'était de la cire avec un trou au milieu, une étiquette et puis un sillon, dans lequel l'information était gravée analogiquement, la musique. Et puis la photographie, c'était de l'optique et de la chimie. Et puis les forces, c'était des ressorts, des câbles, des engrenages, etc. Il n'y avait aucun rapport entre ces quatre sujets. Si on faisait des études pour fabriquer de la mécanique, ça ne donnait aucune information pour passer à l'industrie du disque, d'accord ? Alors le changement numéro 1, et le plus important de tous, c'est celui-là, c'est que maintenant, c'est exactement la même chose. Alors c'est beaucoup plus qu'on ne croit. Toutes les informations
utilisées, parce qu'un livre, c'est jamais de l'information, hein, toutes ces informations utilisées vont être stockées sur des mémoires complètement interchangeables, codées avec des 0 et des 1 qui sont des nombres, parce que les 0 et des 1, c'est pas organisé, et quand on les prend par paquet et qu'on compte avec, ça devient des nombres, donc c'est pour ça qu'on dit numérique, d'ailleurs c'est très raisonnable, alors que les Américains disent digital, parce que l'addition c'est déjà compliqué, et donc on fait ça, voilà, donc tout ça. Et alors pourquoi c'est encore plus important que ça? Parce que ça, a priori, c'est cool, parce que ça c'est pas cher, c'est pratique, ça se transporte, etc., mais c'est plus important, la vraie réalité elle est beaucoup plus importante. C'est que d'abord on peut refabriquer les objets d'avant, en mieux, hein, les gens qui disent que le son du vinyle est meilleur que le son numérique, ils n'ont pas tout à fait tout compris, et c'est une discussion difficile et intéressante, par exemple parce que les bons sons de vinyle sont enregistrés numériquement avant, hein, en particulier, et en fait c'est des compromis tout à fait intéressants, puis surtout le vinyle a des distorsions qui sont agréables à l'oreille et qu'on a un peu de mal à reproduire numériquement. On peut maintenant. Mais par exemple ici on met des servomoteurs, ça c'est beaucoup mieux qu'avant. Par contre, les photos, on ne les fait plus du tout pareil. On les fait plus en argentique. L'argentique, ça n'a plus la qualité requise à l'heure actuelle. Donc, on les fait, par exemple, avec des imprimantes jet d'encre qui ont d'autres défauts. Et voilà. Mais et après, on enlève certains trucs pour les remplacer par, on ne sait plus, hein, ce qu'on appelle le nuage. Donc, la musique n'a plus de support. Mais la chose la plus importante, c'est qu'à l'heure actuelle, pour faire de la mécanique, de la photo, de la musique et éventuellement des livres, il faut avoir fait exactement les mêmes études. La transformée de Fourier, elle est partout là-dedans, elle est partout là-dedans, elle est partout là-dedans. Ah ben avant, ce n'était pas vrai. Donc la plus grande force de l'informatique, c'est l'unification intellectuelle des domaines. Ce n'est pas seulement leur unification pratique. Donc, par exemple, les maths qui sont derrière tout ça, ouais, si vous dites la transformée de Fourier, ça sert à faire un certain truc, eh ben, vous pouvez trouver que ça sert aussi à faire voler des avions, à contrôler leurs vibrations, à faire de la photo, à faire de la compression photo, etc. Il n'y a plus de différence, et c'est ça qui est absolument majeur. Alors, on a l'habitude chez nous de présenter les 4 grands domaines de l'informatique, qui sont maintenant présentés comme ça dans les programmes, par données, algorithmes. Alors, je n'ai pas mis information, j'ai mis données. Hein, c'est subtil, le passage données-information, c'est un sujet, je ne vais pas l'aborder là, je n'ai pas le temps. Données, algorithmes, langage, machine. Et moi, je rajoute interface, parce que c'est absolument essentiel. Et sans les interfaces, il n'y a pas d'informatique. Et les interfaces, c'est très difficile. Et c'est le point faible, surtout quand ils sont faits par les informaticiens. C'est vraiment le point faible du domaine, souvent, mais ça peut être fait très bien. Alors, ça, c'est déjà bien, mais il y a un truc à comprendre aussi, c'est qu'avant, on pensait qu'il y avait les ordinateurs et nous. Eh bien, nous sommes à l'heure actuelle largement minoritaires devant les objets. Et il faut savoir qu'il y a 80 milliards de microprocesseurs fabriqués par an dans le monde, en ce moment, par an, cette année, 2016. Il y avait 80 milliards de microprocesseurs fabriqués. Il y en a moins de 2 milliards dans les ordinateurs et les téléphones. Ça veut dire que les 78 milliards, la plus grande masse des microprocesseurs est dans les objets. Hein, ça, par exemple. Mais des tas d'autres. Là, c'est un pacemaker. Moi, j'en ai 2 très jolis dans mes oreilles, là, etc. Avec des maths durs là-dedans. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va vite? Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas souvent compris. Ce qui fait que ça va vite, c'est que ce n'est pas une science naturelle. Les physiciens et les biologistes, ils cherchent à comprendre un machin pour lequel ils sont pour rien, c'est la nature. Et ça, c'est vraiment dur. Hein. En biologie, moi, je voyais mes copains biologistes, ils faisaient une expérience, ils disaient « Ah, je vais faire une expérience », 4 ans après, ils revenaient en disant « Non, le résultat est décevant ». Nous, c'est pas ça. Le premier moteur de recherche, temps de construction, 2 mois et demi. Hein. Alors, il y a des choses qui sont lentes et des choses qui sont rapides. Mais ce n'est pas une science naturelle. Comme les maths, ce n'est pas une science naturelle, mais on est dans la partie facile, ce qui est plus vrai pour les maths. Hein. Donc, nous, on sait construire extrêmement vite. Puis, il y a ça. Alors, ça, c'est vraiment important, en particulier pour l'enseignement, les bugs. Donc, les bugs en informatique, c'est un composant aussi central que les algorithmes. Et je pense qu'un des défauts de l'enseignement, c'est de n'en parler que du bout des lèvres. C'est-à-dire, on dit on va apprendre aux gens à programmer. C'est pas ça la bonne question. C'est on va apprendre aux gens à programmer sans bug. C'est pas du tout le même problème. Pas du tout le même problème. Et quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un bug, il vaut mieux qu'il ne touche pas à l'informatique. Hein. Malheureusement, il y en a encore beaucoup. Par exemple, l'intégralité de l'automobile, quand je vais vous le montrer. Mais on peut faire mieux que ça.
Voilà, donc voilà pour moi, il y a 4 piliers, il y a les interfaces et puis il y a les bugs. Alors c'est assez intéressant parce que je ne suis pas sûr que vous sachiez tous ça. Donc je fais mon enquête un peu partout. Vous savez sûrement d'où vient le mot algorithme. Alors, en général, on dit que c'est du grec. Alors non, ce n'est pas du grec. Ça vient du nom de Al-Khwarizmi. C'est une latinisation de ce nom le mot algorithme existe depuis 1213. Il est identifié en 1213, donc ce n'est pas tout jeune. Et Al-Khwarizmi, donc on n'a jamais cité le nom à aucun élève de lycée à ma connaissance. Il a juste fait des choses. Il a fait les chiffres arabes, enfin il y a peut-être des exceptions, les chiffres arabes et l'algèbre. Parce qu'il a écrit un grand traité qui s'appelle un nom comme ça, dans lequel au milieu il a appelé Al-Jabr. Et c'est lui qui a montré comment on résolvait une équation en changeant de signe un truc quand on le passe à droite ou à gauche du signe égal. Chose dont on apprend aux enfants que c'est stupide, mais on ne leur apprend pas qu'il y avait un inventeur à ce truc-là. C'est quand même un peu dommage. Et Turing, dont le nom n'est connu par la population que depuis 2012, et c'est assez marrant parce que mon administrateur, Alain Prochian, m'a dit à l'année Turing, mais ton Turing, c'est marrant, il a un cousin. Je lui dis, mais pourquoi? Il dit, parce que moi, le fondateur de mon domaine, la morphologie en biologie, la morphogénèse en biologie, c'est Turing. Je lui dis, oui, c'est le même. Et Turing, donc 36, qui a vraiment fait beaucoup de choses dans le domaine. Alors les algorithmes, ça vous savez, mais il y en a 2 grandes sortes, je vais aller vite là-dessus. Les algorithmes génériques qui ne s'occupent pas des données, typiquement copier, stocker, diffuser, compresser, crypter. Là, c'est complètement agnostique à ce que c'est que les données. Encore que ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire, mais c'est comme ça que c'est fait maintenant. Et puis les algorithmes spécifiques, et là, il y en a des tonnes. Il y en a vraiment beaucoup, des algorithmes. Il y a quelques principes algorithmiques, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a énormément d'algorithmes. Partout dans tous ces domaines-là. Et puis plus récemment sont arrivés les algorithmes de traitement de grandes données, de l'image, la parole, la traduction, etc., qui donnent des résultats très intéressants. Mais Gilles en a parlé ce matin. Les algorithmes d'apprentissage dans lesquels les journalistes font dire des choses absolument formidables que les auteurs ne font pas dire à ces algorithmes, comme d'hab. Et ça a permis qu'on ne parle plus jamais d'autre chose. Alors moi je vais parler d'autre chose quand même si ça m'intéresse beaucoup. Alors pourquoi c'est important ? Parce que ça a fait 2 choses. La première chose, c'est de transformer les schémas classiques. Donc ça se voit par exemple Amazon contre la Redoute. La Redoute, c'est quoi? C'est une entreprise de logistique et de catalogue. Il faut un catalogue absolument merveilleux qui est dans toutes les toilettes françaises, enfin qui était dans toutes les toilettes françaises, et catalogue avec des mannequins et tout ça, et puis une logistique qui permet d'envoyer les choses. Et Amazon s'est dit, bon, la logistique, je sais déjà faire, parce que les États-Unis, ils savent très bien faire ça. Et le plus important, c'est le site web. Et le site web d'Amazon, il y a des gens qui pensent peut-être que c'est facile, mais la réponse est non. L'informatique d'Amazon est une des plus compliquées qui existent. Et donc, c'est juste ça. Ça veut dire que le fait d'avoir un site web a balayé les gens qui n'en avaient pas. Pourquoi? Parce que le site web, c'est toujours à jour, c'est interactif, on prend un tas d'informations de l'utilisateur, etc. Les réservations en ligne, c'est la même chose qu'avant, sauf qu'on n'a pas besoin d'aller faire une queue de 30 km au guichet. D'ailleurs, il n'y a plus de guichet, ça c'est un artefact pas évident non plus. Bon, et puis il y a les schémas totalement nouveaux. Donc ça, vous les connaissez. Et ces schémas totalement nouveaux ne peuvent pas être faits par des gens du XXe siècle. Ce n'est pas possible. Quelqu'un du XXe siècle ne peut pas inventer un schéma nouveau, sauf s'il s'entraîne. C'est comme quelqu'un qui est né en jazz, si on lui met du baroque, il va avoir du mal. Il va y arriver, mais ça ne va pas marcher si facilement que ça. Bon, alors les moteurs de recherche, alors là je dois dire que j'habitais chez Louis Monnier en 1995 à Palo Alto quand il fabriquait le premier moteur de recherche, et je lui ai dit, c'est quoi ces conneries là, ça sert à quoi ce que tu fais? Bon, je ne suis pas fier de ça. Moteur de recherche, il y a avant et après. Qui se rappelle de comment on faisait quand on n'en avait pas? C'est très difficile de s'en rappeler, très difficile. Et il va falloir essayer d'enseigner ça à nos enfants, comment on fait, quoi ressemblait le monde. Il va falloir donner des cours d'histoire sur 1995 pour comprendre comment la vie de tous les jours se passait. La musique et la vidéo. Alors Uber, c'est quoi? Un taxi, Uber ou les autres, un taxi, c'est quelqu'un qui pense que l'important, c'est d'avoir une voiture. Et que pour avoir plus de clients, il faut faire un réseau d'appels. Uber, c'est quelqu'un qui pense que l'important, c'est de ne pas avoir de voiture et que la valeur ajoutée, elle n'est que dans le réseau d'appels. C'est tout.
C'est tout bête, hein, c'est une inversion. Alors je vous montrerai des tas de cas d'inversion, c'est-à-dire on met les choses à l'envers. Et ça, c'est ce que permet de faire l'informatique, ne permet pas de faire la matière. Oh, il y a des tas de choses, puis évidemment l'analyse de grandes données. Bon, alors, ce qui est en construction, c'est l'Internet des objets, ce n'est pas encore arrivé. Ça va être ralenti par les problèmes de sécurité informatique, qui sont alors là des problèmes de maths vraiment costauds. Donc quand c'est des problèmes de maths vraiment costauds, c'est beaucoup plus dur à résoudre quand c'est des problèmes de plomberie. Hein. L'informatisation de toutes les sciences, ça je vais en parler, et l'informatisation massive de la médecine, ça je vais en parler aussi. Alors voilà, la clé de tout ça, c'est ça. En travaillant sur l'information, on peut faire des tas de choses qu'on ne peut pas faire avec la matière, l'énergie et les ondes. Et je vais essayer de vous expliquer ça, parce que ça, c'est la vraie essence de l'informatique pour moi. C'est là que ça change tout. Et donc c'est là que les gens du XXe siècle ne peuvent pas comprendre, puisqu'ils vont essayer de comprendre ce qu'ils faisaient avant. Ben non, et justement, on va comprendre ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors, mais bien entendu, il ne faut pas rester loin de la physique, hein, parce que très souvent, on essaie de faire des choses qui sont reliées au monde. Hein. Alors, bon, et puis ça, vous le savez, il y a une seule notion d'information partout. C'est pas évident d'expliquer aux gens. Avant, les gens pensaient qu'il y avait une information d'un certain type, et les télécoms disaient « Non, non, nous, l'information, c'est pas la même que chez vous ». C'est évidemment pas vrai. Une seule notion d'algorithme, et puis le levier, c'est ça surtout, le levier est très efficace. Alors moi, j'ai un exemple un peu sordide, parce qu'il risque de redevenir d'actualité. Quand j'étais petit, je lisais les journaux où on disait que c'est la guerre froide, là, où les Américains avaient fait des bombes d'1 kilotonne, les Russes de 10 kilotonnes, les Américains de 100 kilotonnes, après 1 mégatonne, 10 mégatonnes, 100 mégatonnes. Moi, j'aurais bien aimé voir la mégatonne de TNT au pavillon des poids et mesures, d'ailleurs. Et je me disais, mais il y a un truc rigolo, c'est que le message qu'il faut envoyer pour faire péter une bombe est indépendant de son poids. Eh oui, ça en physique, ça n'existe pas, ça. Un levier physique, ben, ça dépend du poids. Il faut un autre levier pour quand c'est plus lourd. En info, non. C'est vraiment ça la grande force. Donc raisonner l'information, c'est avoir des leviers tout petits. Et puis évidemment, voilà le problème. Le problème qu'on voit partout, c'est que le raisonnement et l'action sont complètement différents. Et c'est pour ça que les gens sont perdus, c'est qu'ils veulent raisonner comme avant sur un truc qui ne marche pas comme avant. Alors, ça dépend qui, hein, on n'est pas forcé d'être perdu. Bon. Alors, je vais vous montrer des exemples qui sont extrêmement frappants, puis je pense que dans l'enseignement, quelque part, il faut parler de ça aussi. Des exemples d'inversion totale de façon de penser. Donc, vous avez ici la téléphonie jusqu'en 1975. Donc, vous avez deux personnes qui veulent se parler, mettons Paris-Delhi et New York-San Francisco. Eh bien, il faut un fil continu de cuivre entre les deux personnes avec des contacts et des faux contacts. C'est compliqué. Et c'est idiot au niveau des ressources, parce que dans le fil continu de cuivre, quand vous ne parlez pas, ben, il est toujours autant bloqué, le fil. Il est exactement utilisé pareil quand vous parlez ou quand vous ne parlez pas. C'est un peu idiot. Donc, sachant ça, les télécoms, alors, les télécoms, c'était un très grand sujet, bien plus grand que l'informatique. Maintenant, ça n'existe plus comme nom, hein. Les filières télécoms changent de nom massivement pour s'appeler réseau intelligent, réseau du futur et tout. C'est intégré informatique télécom. Ils ont eu une idée assez intéressante, c'était de numériser la parole, d'utiliser de la compression, qui était bien comprise depuis Shannon. Hein. Shannon ne cherchait pas du tout à faire ça, hein, mais ça marche pareil, sa théorie. Donc de comprimer en petits paquets, de faire passer ces paquets par les mêmes câbles, et donc d'utiliser beaucoup mieux les ressources, d'avoir un son de meilleure qualité, de se débarrasser des faux contacts grâce à la correction d'erreurs, etc. Et puis de ne pas avoir besoin de continuité, puisque ça passe par les ordinateurs, et donc de faire ça. Seulement, c'était tout à fait le XXe siècle, c'est-à-dire que pour l'utilisateur, il n'y a aucune différence. L'utilisateur, il a le même téléphone, et il téléphone pareil. OK. Et puis après, il s'est passé un petit détail. C'est l'arrivée du sans-fil, qui n'est pas récente, c'est sa massification qui est récente. Et alors là, les gens n'ont pas vu du tout arriver ça. En France, c'était de bon ton de ne pas avoir de téléphone portable, hein, je vous rappelle, il n'y a pas si longtemps. Bon. Alors, et pourtant, c'est majeur. C'est absolument majeur. C'est une révolution. Il y en a eu deux, le télégraphe et le sans-fil. Le fil et le sans-fil. Donc, je vous montre quelques petites inversions qui sont des histoires vraies. Donc, un gamin de 4 ans qui retourne chez son grand-père, Eric Spitz,
un copain à moi, qui lui dit, il voit un téléphone avec un fil qui va dans le mur, et lui dit, papy, pourquoi t'as mis un antivol? C'est une phrase très précise, hein, elle dit beaucoup de choses. Voilà la plus importante. Moi, quand je téléphone à une copine quand j'étais petit, qui était une de mes activités profondes, la réponse que j'avais, c'est elle n'est pas chez elle. D'accord? Parce qu'ils étaient tous des vadrouilleurs, et donc elle n'est pas chez elle. Et maintenant, quand je lui téléphone, la question que je pose, c'est t'es où? Enfin, moi, parce que les gamins ne téléphonent plus, donc ça, c'est un autre sujet. Mais ça, déjà, tout le monde le vit, ça. T'es où? T'es où est le mot qu'on entend le plus dans la rue, hein? Et puis, on voit que même avec le sans-fil, le vocabulaire n'a pas changé, puisqu'on dit, je lui ai donné un coup de fil, mais il a déjà raccroché. C'est vraiment très intéressant. Les mots ont une permanence extrêmement longue. D'ailleurs, on dit toujours à tout bout de champ, alors que c'est vraiment dur de trouver des laboureurs. Voilà un très beau dessin de Sampé, assez ancien d'ailleurs, où il montre tous les gens avec des téléphones et le perroquet chez l'oiseleur qui dit « t'es où, t'es où, t'es où ?» qui est la seule phrase qu'il entend. Et vous voyez, ça met le monde à l'envers, quoi. La notion de distance a disparu de la notion de communication. Alors, et même maintenant, ce qui disparaît, c'est la notion de simultanéité. Moi, je ne peux plus avoir mes gamins au téléphone, ils décrochent jamais, ils disent « tu te débrouilles, tu fais des SMS ». Mais ils passent leur vie à regarder s'ils ont des SMS, donc ça ne change pas grand-chose. Alors, peut-être la version la plus phénoménale, c'est quand même Internet. Et je vais vous expliquer Internet. Alors, vous savez qu'il y a eu un refus de l'enseignement français d'enseigner l'informatique qui a été vraiment extrêmement forcené, parce qu'il fallait savoir si c'était une science. Je peux vous le dire, j'étais en 1985 au Conseil d'enseignement et de recherche de l'École polytechnique, que je préside maintenant d'ailleurs, et le sujet du jour, c'était « Faut-il enseigner l'informatique en France ?» Faut-il commencer à enseigner l'informatique en France 85. Moi, je leur ai dit, je suis très content d'être là. Première fois que je suis venu à ce comité, c'était en 1968, j'étais représentant des élèves, et le sujet, c'était « Faut-il commencer à enseigner l'informatique en France ?» Et à l'époque, la réponse avait été « oui », mais ça a été supprimé en 70. Et voilà, donc j'aurais dit, mais si vous voulez, je vous emmène à Stanford, à Berkeley, etc., vous allez voir. Et alors, la phrase que j'entendais le plus, mais l'informatique, c'est pas important, parce que d'un ordinateur, on ne sort jamais que ce qu'on y a mis. Ce qui était un peu vrai, mais j'aurais dit quand même, quand vous faites 4 plus 3 égale 7, c'est pareil, hein. Vous faites 4 plus 3 égale 7, vous ressortez que ce que vous y avez mis. Simplement, vous avez gagné avec 7, parce que vous comprenez 7, alors que vous avez perdu de l'information. Puisque 5 et 2 aussi, ça aurait fait 7. Donc 7 a moins d'informations que 4 plus 3. Donc c'est plus subtil. Il dit, oh là, je comprends rien à ce que tu racontes. Bon. Et moi, je leur disais, dans cette phrase d'un ordinateur, on ne sort jamais que ce qu'on y a mis, ben voilà. Il disait, le on, c'est moi. Les deux on, c'est moi. L'homme du XXe siècle. Et puis Internet a changé un tout petit truc, c'est qu'il a séparé les deux on. C'est tout. C'est la même phrase, mais les deux on sont différents. C'est on ne sort jamais que ce qu'on y a mis, mais on c'est moi et l'autre on c'est le reste du monde. Ah bah ouais, c'est pas pareil. Et les conséquences de ça sont absolument astronomiques. Hein. Donc voilà, et puis c'est pas le reste du monde, c'est les objets aussi, hein, c'est pas que les gens. Donc voilà, et puis après on peut faire des tas de trucs, mais ça on entend parler tout le temps, donc je ne vais pas en parler ici. Truc bien pas. Alors, sur Internet, j'en ai une très belle version totalement authentique d'une gamine de 10 ans qui demande à sa mère « Maman, quand tu étais petite, tu n'avais pas d'ordinateur. Alors, comment tu faisais pour aller sur Internet ?» Hein? Et c'est une histoire vraie, et je pense qu'elle est extrêmement typique. Ça veut dire que le raisonnement du XXe siècle, les gamins ne l'auront pas. Elles ne l'auront pas. On peut leur expliquer en cours d'histoire. Mais si vous ou n'importe quel adulte raisonne XXe siècle, les gamins ne peuvent pas comprendre. C'est comme quand nous, on essaye de se rappeler quand il n'y avait pas l'électricité. Comment on fait? Et Jean-Marc Lévy-Leblond, qui vient souvent ici, a fait un très bel exposé une fois en expliquant, ça s'appelle « Les ombres mouvantes ». Il expliquait qu'une grande différence entre le 19e et le 20e siècle, c'est que la nuit, toutes les ombres bougeaient. Pourquoi? Parce que tout était éclairé par des flammes. Et que le monde était complètement différent. Puis j'ai regardé dans les romans, et c'est vrai, on voit tout le temps. C'est vraiment un truc. D'abord, il était peu éclairé, puis par des flammes. Alors ça aussi, c'est très bien. C'est au même endroit, un autre gamin qui dit « Papa, le voisin, il a un ordinateur extraordinaire, tu tapes sur le clavier et il imprime tout de suite. » Donc il venait de voir sa première machine à écrire. D'accord? Donc c'est ça. Donc s'il y a un seul message, c'est
quand on parle aux enfants, ils ne sont pas du XXe siècle. Voilà. Et ça, il faut s'y habituer. Moi, mes parents, enfin ma génération de mes parents, ils disaient qu'il leur faudrait une bonne guerre. Moi, je n'étais pas très d'accord avec ça. Hein, bon. Alors, ce qui arrive maintenant, évidemment, c'est l'Internet, les pucerons dans les objets. Et alors, dans les objets, je ne mets pas du tout les nouveaux objets. Ici, je mets les vieux objets. Je mets les feux d'artifice, les vélos, les bagnoles, les appareils photo, l'outillage, etc. Ce n'est pas uniquement les objets informatiques proprement dit. Hein. C'est partout. Et là, on va pouvoir faire des tas de choses tout à fait extraordinaires. C'est parfaitement vrai. Mais il y a aussi beaucoup d'illusions parce qu'il y a un énorme problème de sécurité. Et par exemple, Samsung qui fait des maisons connectées et tout, hyper sécurisées, c'est tout marqué, il n'y a aucun danger. Mais il y a 2 chercheurs qui ont bossé 15 jours. Non, 4, ils sont 4, pardon. 4 chercheurs qui ont bossé 15 jours et qui ont dit « Oh, ben c'est cool, on n'a même pas la doc, on n'a même pas accès au serveur, mais on sait rentrer chez les gens quand on veut en injectant notre clé, ce qui est beaucoup plus malin que de piquer la leur. Et on sait mettre le four à fond, les alarmes à fond, juste en passant 15 jours sans aucune documentation. Donc ça ne va pas marcher si facilement. Hein. Alors voilà, un exemple assez typique. Donc ça, c'est la bagnole que j'ai achetée en sortant de l'école. Vous la reconnaissez, c'est une bagnole normale du XXe siècle, 4 roues, 2 phares, un volant, 4 sièges, des vitres. Les bagnoles du XXIe siècle, elles sont exactement pareilles, elles sont peut-être un peu plus rondes, mais il n'y a rien qu'à changer, sauf l'intérieur. À l'heure actuelle, une bagnole, c'est essentiellement de l'informatique. D'ailleurs, quand vous regardez les pubs, avant on vous disait « elle tient la route ». Maintenant, pour trouver une bagnole qui ne tient pas la route, c'est assez dur. On vous disait « elle freine ». Avant, vous aviez un choix, ça tient la route ou ça freine. Hein. Fallait choisir. La 2 chevaux, ça tenait très bien la route, mais ça freinait pas. Ou alors la 403, ça bouillait. Maintenant, c'est fini. Et c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc il y a énormément de fonctions très intéressantes et difficiles. Le stop and go qui arrête votre moteur et qui redémarre instantanément au feu rouge, c'est vraiment dur. Hein. C'est un truc dur. Bon, alors c'est bien. Donc il se passe beaucoup de choses, cachées. Et le problème, c'est que ça, c'est fait par des mécaniciens à l'heure actuelle. C'est encore fait par des mécaniciens. Vous allez voir les conséquences. On va voir ça après. Alors, un exemple plus significatif, parce qu'il est vraiment algorithmique. Là, on est dans les maths. Voici la photographie. Donc, la photographie, alors évidemment, il y a trop de lumière dessus, mais c'est pas grave. Vous avez une photographie prise au grand angle d'une cathédrale, prise à l'intérieur. Et puis, les lois de l'optique. Donc, ça, c'est une photographie. Écriture de la lumière. Hein. Y a un petit problème, c'est que ces lignes courbes, premier problème. Pourquoi ? Parce que les grands angles, ça fait ça, c'est la physique qui nous le dit. Alors les gens se sont éreintés à fabriquer des objectifs pour minimiser ça et tout, ils ne peuvent pas, c'est intrinsèque. Et puis vous avez une très grande différence de couleur entre le sombre et le clair, ce qui fait que c'est très très difficile d'obtenir une belle image à partir de ça. N'importe quel appareil photo moderne, et n'importe quel téléphone, qui sont des appareils photo de très grande classe, vous ressort ça. Et c'est passé. Il s'est passé un truc très simple. Avec des algorithmes, on sait défaire toutes les déformations prévisibles. OK ? Alors, il y a 2 manières. Soit on fait des tas de mesures sur le couple objectif-boîtier à toutes les focales, etc. Soit on étudie les courbes mathématiques faites par l'optique. Alors ça, on ne peut pas pour l'instant, pour une raison très simple. C'est qu'il y a les matheux qui ont bossé. Pour faire quoi ? Pour diminuer ces choses-là. Et en les diminuant, ils les ont rendus horriblement compliqués. Donc les objectifs que vous achetez, que vous payez une fortune avec plein de lentilles, ils sont faits pour diminuer un truc que maintenant on sait enlever algorithmiquement. Donc les objectifs modernes, par exemple ceux des appareils photo, ils n'essayent pas du tout de diminuer les choses, ils essayent de dire ce qui compte c'est l'algorithme et l'objectif est fait pour simplifier l'algorithme. Parce que le seul problème de l'appareil photo d'un téléphone, c'est de bouffer la pile. Donc s'il faut optimiser, c'est la pile, ce n'est pas l'objectif. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous prenez une photo avec votre téléphone, si vous en avez un, pour prendre une photo, je fais, mettons ça, d'accord, un truc comme ça, là, hop. La photo, quand est-ce qu'elle est prise ? Dans un appareil photo, elle est prise après. Dans un téléphone, elle est prise avant. Est-ce que vous voyez pourquoi ? Il faut prendre des photos avant qu'on appuie sur le déclencheur et pas après. Hein ? Si on bouge, c'est une raison
C'est une raison secondaire, mais c'est une des raisons. Elle est très secondaire. Mais il y a une réponse simple. Un appareil photo a un tout petit capteur de mauvaise qualité. Donc la photo qu'il prend va être mauvaise. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir des bonnes photos? On en prend plein. Votre appareil photo, il filme, éventuellement très très vite. Il y en a qui filment 1000 images par seconde à l'heure actuelle. Et quand vous appuyez, ils disent « Bon, j'arrête le film », parce qu'il va bouger. Donc, ce n'est pas le moment de le commencer, c'est le moment de l'arrêter. J'arrête le film, je prends les 20 images précédentes et je vais les fusionner algorithmiquement. Pourquoi? Parce que le bruit est random. Et quand on fusionne une variable aléatoire sur suffisamment de variables, on élimine une grande partie du bruit. La somme sur une variable aléatoire, ça finit par faire 0. Bon, c'est pas vrai, évidemment, mais enfin, ça fait pas loin de 0. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est quand même plus malin que ça dans un téléphone. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui cligne de l'œil dans la série de 20 photos, on le détecte et on enlève cette photo-là. Ça, c'est fait dans tous les appareils photo. Et je peux vous dire que il y a plus d'ingénieurs qui travaillent sur l'appareil photo que sur l'ensemble du reste chez Apple ou chez Samsung. Parce que l'appareil photo, c'est devenu l'argument de vente numéro 1 du téléphone. Donc la photo est totalement algorithmique et on construit l'objectif au service des algorithmes. Et ça va être comme ça pour toujours. Le reste va absolument disparaître, sauf pour les fanats de l'argentique qui ont bien raison, parce que l'argentique a sa poésie, et il n'y a pas de problème. Il n'a pas la qualité, mais il a la poésie, et c'est très bien. Voilà. Les algorithmes peuvent défaire les défauts de la physique, et ça va être utilisé énormément. Alors c'est pas facile, hein, c'est pas des algorithmes donnés. L'antibruit, la meilleure société qui fait ces algorithmes-là, ça c'est pas dans le domaine public en général, ça s'appelle DxO, c'est une société française, et son algorithme de débruitage d'images a eu le grand prix INRIA de l'Académie des sciences. Enfin, c'est pas lui, c'est son auteur qui a eu le grand prix de l'Académie des sciences, Jean-Michel Morel, qui est un mathématicien, un vrai matheux d'Orsay. Très dur ces algos. Alors, les astronomes, ils savent ça depuis longtemps. D'abord, en photo, ils sont bons. Hein. Le nouveau télescope au Chili, là, qu'ils sont en train d'installer, c'est un télescope à champ large pour cataloguer des milliards de galaxies. Le capteur, c'est pas comme vos malheureux 10 mégapixels de votre appareil photo, il a 30 gigapixels, le capteur. C'est 30 milliards de pixels, il faut calculer. Hein. Donc, eux l'informatique... mais ça n'empêche pas que hier, il y a une très bonne copine, une grande astronome, qui m'a appelé et qui m'a demandé, et qui est très au courant de ça, et qui bosse avec pas mal d'informatique, il m'a appelé, elle était en train de se balader sur la plage en Bretagne, et elle m'a dit, bon, finalement, est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est qu'un algorithme? Hein? Donc c'était bien qu'elle pose la question. Alors ça, ce sont des instruments, c'est comme les appareils photo, ce sont les instruments qui sont maintenant conçus très très étroitement avec leurs algorithmes. Et alors là, c'était vachement intéressant, ça. J'étais à la Tête au Carré. Tout le monde connaît la Tête au Carré. C'est le jour où je venais d'apprendre que j'avais la médaille d'or du CNRS. J'étais à la Tête au Carré, le jour même où Philae atterrit. Eh bien, je n'ai vu aucun article mentionné à aucun endroit qu'il y avait beaucoup d'informatique pour arriver à se poser sur une comète. Nulle part. Et c'est normal, ils ne le savent pas. Mais je pense que dans l'enseignement, il va falloir apprendre ça aux gens, quelque part, hein, parce que sinon, ça va être des gens pour le 20e, pas pour le 20e. Hein, donc, que les vieux ne le sachent pas, c'est bien, mais que les jeunes ne le sachent pas, c'est plus gênant. Alors, en médecine, on obtient exactement les mêmes choses. Donc, voilà ce qui se passe en médecine en ce moment, et c'est un mouvement très fort. Il y a tout un cours de Nicolas Ayache, qui est un pont du domaine au Collège de France sur 1 an, il y a 3 ans. Avant, un médecin, il regardait une radio. Donc ça, c'est par exemple un scan. Ça, c'est un truc où on injecte des liquides dans les veines et tout, pour regarder les trajets veineux, enfin artériels et veineux. Ça, c'est l'IRM de diffusion, qui est une IRM très astucieuse, qui regarde les mouvements magnétiques des molécules d'eau et qui va comprendre leur trajet, leur mouvement, c'est-à-dire les fibres nerveuses. Donc ça permet de visualiser les fibres nerveuses, on le voit. Ça, c'est et ça, c'est l'imagerie fonctionnelle qui regarde la consommation énergétique du cerveau. Et avant, ils avaient ça, puis ils regardaient toutes ces images. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont qu'une seule image en 3D, ou 4D. Ça dépend des domaines. Et ça, c'est une très forte révolution. Vous pouvez trouver sur n'importe quel ordinateur ou tablette des atlas anatomiques qui vous montrent ça
c'est très très passionnant d'expliquer aux gens comment c'est fait, parce que c'est essayer de comprendre l'algorithmique pour faire ça. Hein. Vous allez voir que là, l'algèbre linéaire, ça sert. Hein. Pas qu'un peu. Puis à très grande échelle, avec des matrices de taille millions. Hein. Donc, c'est pas des calculs à la main. La cartographie, ça j'aime beaucoup la cartographie. Donc là, vous avez un très bel endroit des Alpes où il reste encore des glaciers pour quelque temps. Encore que j'ai 40 ans de photos de suite des glaciers, c'est assez effrayant à voir. Donc c'est un avion virtuel qui a pris cette photo. Et là, c'est un joyeux mélange de données entre des images aériennes, des relevés topographiques, etc., qui arrivent à vous faire une image assez précise. Ça, je l'ai pris sur mon téléphone. Hein, c'est pas... Et il y a longtemps en plus. Ça, c'était il y a 10 ans même. Hein, sur mon téléphone. Évidemment, ça vous dit où c'est, etc. Et donc ça, c'est très important. Ça a complètement modifié la cartographie. La cartographie est un domaine non trivial de l'algorithmique. Hein. Et alors, pareil, ça met le monde à l'envers. Alors là, c'est intéressant. J'étais avec les inspecteurs de l'éducation nationale en 86, en 2006. Ils commençaient vraiment à s'intéresser à l'informatique pour une question. Est-ce qu'on peut donner des exemples aux enfants de quelque chose de numérique? J'ai dit, bah ouais, la cartographie. J'avais vu qu'en 5e, il y a au programme s'orienter sur une carte. Alors je leur dis, comment on fait? Il dit, ben voilà, alors moi, j'ai rajouté acheter la carte parce qu'ils ne m'ont pas dit, ils l'avaient dans la classe. Hein. Mais normalement, il faut acheter la carte, puis il faut savoir à quelle échelle, il faut la déplier, il faut chercher où on est et où on veut aller. Je lui dis, ben ça c'est cool, mais ça va être dur à expliquer aux enfants. Et il me dit, ben pourquoi? Ben, je dis, parce que les enfants, ce n'est pas du tout ça qu'ils vont vivre. Ce qu'ils vont vivre, c'est ça, c'est la carte, on l'a, on a la carte du monde à toutes les échelles, c'est gratuit, de toute façon, ça ne s'achète pas. On ne cherche pas où on est, on regarde où on est. Parce que le téléphone nous dit où on est. On tape où on veut aller, et puis ça nous dit combien de temps ça met et comment on y va. Donc il va falloir rééduquer les enfants à l'explication qui sert tout à fait aussi de comment on lit une carte en papier. Mais il ne faut pas leur apprendre à lire une carte comme ça. Il faut leur apprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Puis après, elle dit, oui, mais le jour où tu n'as pas de téléphone, comment tu fais? C'est pas la même question. Hein. En bateau, personnellement, quand les gens disent « Oh, le GPS est en panne », s'ils ne savent pas quoi faire, ça m'embête. Alors ils m'ont dit, ça c'est authentique, hein, ils m'ont dit « Mais enfin, c'est pas possible, c'est quoi ça ?» J'ai dit bah, « Ça, c'est le GPS moderne. » Il me dit « Mais personne n'a de GPS. » Je lui ai dit « Chez les profs, mais pas chez les élèves. » Hein. Et oui. Et c'était 2008. Donc les smartphones venaient de sortir. Mais moi, j'ai travaillé sur les circuits de ces bêtes-là. Des smartphones. On savait très bien, le planning était complètement connu. Ce qui me sidère le plus en informatique, c'est que les gens sont surpris par des choses totalement organisées et prévues. Tout n'est pas organisé et prévu, mais vous savez, la vitesse de développement des téléphones, la roadmap industrielle, elle est parfaitement connue. Hein. Donc savoir le moment où il y aura le GPS avec les cartes et tout ça, c'était peut-être inconnu du public, mais les gens qui le faisaient, ils étaient au courant. Voilà. Alors évidemment, un autre truc qui est révolutionné, en médecine, c'est les atlas, c'est l'anatomie. Donc l'anatomie, maintenant, devient 3D statistique ou 4D statistique. Donc ça, c'est le cerveau, vous voyez, mais dans le cerveau, il y a un problème, c'est que le cerveau, c'est mou. Hein, d'ailleurs, quand il faut recaler les radios, parce que les radios, vous ne les prenez pas à la même distance. Donc, alors ce qui sert à les recaler, c'est ça, c'est des sillons, des grands sillons qui s'appellent des lignes sulcales, ça fait les gros repères. Et ça, c'est la variabilité. Donc en rouge, vous avez les très grandes variabilités suivant le temps et les individus, et en jaune, ce qui varie peu, en bleu, ce qui varie pratiquement pas. Donc vous avez un atlas anatomique. Et maintenant, quand vous arrivez, ça commence à être vrai en clinique, hein, pas partout, mais ça viendra partout, quand vous arrivez, la première opération qu'on fait, c'est qu'on calibre votre cerveau par rapport à l'atlas. Ou l'inverse, c'est comme on veut, hein, c'est symétrique. Et donc, on va pouvoir faire des choses très spectaculaires. Vous savez, quand on rentre une électrode au fond de l'hypothalamus pour le Parkinson, qui est tout au fond du cerveau et qui est la taille d'un grain de riz, quart de grain de riz même, on n'y va pas au pif. Hein. Alors évidemment, on peut faire du 4D, donc ça, c'est une très jolie vidéo de ce qui se passe dans votre cerveau quand vous lisez. Hein, c'est une des démonstrations d'ailleurs que le cerveau est complètement syllabique et que la lecture globale ne correspond à aucune structure à l'intérieur du cerveau. Il y a un très beau bouquin qui est Les neurones de la lecture de Stan Dehaene, qui est un bouquin fantastique. Et je vous conseille Le Code de la conscience, qui est une petite merveille. Et puis maintenant, en chirurgie, on va plus loin que ça.
Par exemple, les opérations du foie. C'est un problème pour les chirurgiens, le foie, parce que le foie, c'est du foie, quoi. Hein, c'est mou, ça saigne à mort, et donc il n'a pas la carte. Il n'a pas la carte. Et donc ce qu'on fait maintenant, s'il commence à se faire sérieusement, c'est de projeter en 3D la carte à l'intérieur du corps. Il faut faire ça bien. Hein. Donc ça, c'est pas le foie standard, c'est le foie du bonhomme, hein, personnalisé. Et puis il faut que ça bouge, parce que normalement, le bonhomme respire encore. Donc il faut que ça bouge. Et donc c'est difficile. Donc il y a beaucoup de recherches là-dessus, beaucoup de maths là-dedans, hein, il n'y a pas de mystère. Vous faites de la géométrie à grande échelle sur des surfaces compliquées ou des volumes compliqués, donc c'est pas pour les débutants. Et c'est des maths assez différentes des maths parce qu'il faut que ça calcule en temps réel. Il ne faut pas que le chirurgien il donne un coup de bistouri puis il aille au bistrot pour attendre les réponses. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Alors voilà la nouvelle salle d'opération de Strasbourg qui est en fonction. Et voilà le cockpit d'un A380, et ce n'est pas tellement différent. Ça ressemble à ça. Donc il faut s'y faire maintenant quand vous allez, si vous allez à l'hôpital. Par exemple, moi je vais me faire une prothèse de genou un de ces jours, maintenant ça va être scan 3D, imprimante 3D. Hein, et prothèse rigoureusement conforme à l'original. En essai, c'est pas encore. Je veux bien être cobaye, moi, pour ça. Évidemment, ça donnera une tolérance bien plus grande que le machin qu'on achète à la boutique d'à côté, à peu près dans la bonne taille, quoi. Voilà par exemple le rôle de la simulation. Alors on va parler un peu de simulation parce qu'évidemment il y a plein de maths dans la simulation et ça tombe bien. Vous avez ici un enfant qui a une maladie, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça a un nom, mais une maladie mathématique, on peut pas s'en rappeler, une maladie médicale, on ne peut pas se rappeler ce que c'est. Et donc on voit bien qu'il a un ventricule qui est déformé et ce qu'on voit en rouge et jaune, c'est les fractions d'éjection, c'est la puissance de l'éjection. Donc on voit que ça ne marche pas. Et alors, le point commun numéro 1 entre la chirurgie et l'informatique, c'est couper-coller. Hein, la chirurgie, c'est couper-coller. C'est ça le métier du chirurgien. Et ils ne font plus de points, ils collent maintenant. C'est beaucoup plus efficace. Et donc, alors ça, j'allais atteindre le chapitre bug. Microsoft PowerPoint a quitté. Alors, je pense qu'ils font exprès entre Apple et Microsoft de se rendre la vie impossible mutuellement. Apple a beaucoup plus de bugs que Windows, je ne voudrais pas dire, mais elle est beaucoup mieux faite au niveau de l'interface et encore, mais alors côté bug, ça crache sans arrêt. Alors je vais vous enlever le cœur. Et là voilà par exemple des maths dures qu'on ne sait pas encore faire. C'est la simulation des valves aortiques. Alors là c'est évidemment très dur parce qu'on a un liquide poisseux qui est le sang, qui n'a vraiment pas de bonnes propriétés. On a les valves qui sont des machins semi-mous. Et puis un écoulement fluide compliqué. Et ça, c'est très important parce que vous savez, les valves, c'est ça qu'on sait le moins bien réparer dans le corps. Hein. Donc il y a beaucoup de travaux là-dessus. Il y a des grands projets européens, beaucoup à l'INRIA, beaucoup ailleurs, et dans le monde entier, sur essayer de comprendre comment on peut réparer les gens. Alors, si on vient aux ingénieurs, maintenant, comme vous formez beaucoup d'ingénieurs, hein, les grandes écoles vont quand même beaucoup d'ingénieurs, alors l'ingénieur, le métier a aussi complètement changé. Avant la science, c'était simple. On fabriquait, ça cassait, et puis on recommençait. Donc une très grande majorité des ponts suspendus sont tombés au cours de l'histoire. Même en 1930, avec les officiels dessus le jour de l'inauguration aux États-Unis. Après, il y a eu la science, et ça a fait énormément de choses. D'abord, ça explique pourquoi ça casse, et puis ça explique comment faire mieux. Et recommencer en mieux. Donc le premier monument construit selon les règles des mathématiques s'appelle la Tour Eiffel. Il y avait 50 calculateurs, donc l'ordinateur était formé de 50 ingénieurs très très bons qui faisaient des calculs toute la journée pendant je ne sais pas combien de temps. Avec la science numérique, c'est différent. On va fabriquer et casser virtuellement. Hein, vous savez que sur un avion, par exemple, il n'y a plus de maquette physique du tout. Plus de maquette de soufflerie, plus de maquette physique. Il y en a une parce que c'est obligatoire par la loi, mais elle a les ailes le long du fuselage parce que ça prend trop de place autrement. Et on le fait voler. Et j'ai demandé à un des aérodynamiciens d'Airbus au 380, parce que le logiciel 380, tout le logiciel de commande de vol des réacteurs, c'est fait avec mes outils, ou plutôt ceux de ma bande. Et je lui ai demandé comment s'est comporté l'avion. Et il m'a fait cette jolie phrase, il m'a dit « Super, il était conforme au simulateur ». Et à l'heure actuelle, une des intentions des avionneurs, c'est de certifier l'avion avant son premier vol.
c'est-à-dire sur la maquette. Alors là, il y a beaucoup de géométrie, Dassault Systèmes, énormément de géométrie de 3D, de logiciels compliqués et de maths compliquées. Bon, alors on itère comme ça, puis à la fin, on arrive à faire des trucs qui marchent. Alors, c'est quoi la simulation? Alors, la simulation, si on prend la définition de Feynman, qui ne parlait pas tout à fait de ça, c'est tenter de reproduire les phénomènes sur ordinateur pour mieux les comprendre. Hein, c'est selon Feynman, il n'a pas dit ça, lui. Feynman a dit « I cannot build, if I cannot build, I cannot understand hein. ». Et donc, par exemple, ici, voilà une simulation d'une explosion de supernova. Les astronomes ont beau avoir des gros budgets, ils n'ont pas pu faire ça au labo. Et ça, c'est très important parce que les molécules lourdes dont on est fait, c'est là qu'elles sont faites, là, c'est dans ces turbulences. Et donc ça, c'est quelques millions d'heures de calcul. À l'heure actuelle, le million d'heures de calcul est l'unité de base, hein, ce n'est pas un problème. J'ai vu une très jolie simulation en 6 millions d'heures de calcul de la naissance, simulation de mécanique quantique, de la naissance des molécules prébiotiques comme l'acide formique et tout ça, à partir de la soupe primitive de particules. Ah bon, 6 millions de... Alors c'est quand même des budgets, quoi. C'est un matheux qui fait ça. Je lui ai dit, ça coûte combien? Il dit, oui, ça coûte 3 000 € la simulation. Donc ça dépend où on habite. Lui, il était en Suisse. Voilà, par exemple, on fait la simulation de l'évolution des galaxies et de leur collision. Donc ça, vous imaginez que c'est des maths à très grande échelle. Je pense que vous connaissez toutes les simulations de Jacques Lascar de savoir si la Terre va se péter dans Mars, dans Vénus ou sortir du système solaire avant que le Soleil n'ait fini. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis tout ça, c'est dur à faire au labo, quoi. Alors, mais c'est quoi la simulation? C'est très simple. C'est remplacer tout le XXe siècle par l'information. C'est de remplacer matière, énergie et ondes, j'aurais pu rajouter, par la seule information. Il n'y a que de l'information dans une simulation. C'est remplacer les lois de la nature par des algorithmes. Parce que c'est bien de dire que c'est une équation, mais on ne simule pas une équation. On simule une manière de résoudre l'équation. Hein, c'est jamais une équation. Puis on n'est pas forcé de prendre des solutions. Et ça, surtout, c'est important, c'est changer le temps. Alors, on peut simuler rapidement des phénomènes lents. On va le voir peut-être sur les protéines. Par exemple, évidemment, comprendre les protéines, c'est un des enjeux mathématiques du siècle. Hein. Vraiment. Les protéines, c'est juste des trucs énormes, on va voir. Et ça vibre, et ça se déforme, et ça se plie, et c'est la façon dont ça se plie et dont ça vibre qui fait qu'elle marche ou pas. Et quand elle s'use, c'est parce qu'elle ne vibre plus comme il faut, hein, c'est comme d'autres. Simuler lentement des phénomènes rapides, donc ça, c'est ce qu'on fait pour les protéines. On peut simuler rapidement des phénomènes lents, c'est ce qu'on fait en astronomie, ou alors des fois on fait de la simulation en temps réel, par exemple pour entraîner les pilotes d'avion. Vous savez, le mec qui s'est posé sur l'Hudson, là, sur la glace, là, il a dit deux choses vraiment importantes que personne n'a remarqué, bien sûr. Il a dit, il y a un truc bien, c'est que je n'avais pas besoin de piloter l'avion. Parce que c'est des avions, ça se pilote tout seul. Hein, moi, j'avais juste mon petit manche à balai, et puis je n'avais pas à penser à l'air, aux vibrations et tout ça. Et le deuxième, il a dit, se poser sur l'Hudson, j'avais déjà fait. En simulation. Avant la simulation, on entraînait beaucoup moins les pilotes là-dessus. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour simuler, ça c'est comme les maths ça s'applique à tout. Et bien la simulation, c'est pareil, il faut de la matière et de l'énergie, et celles de l'informatique sont universelles, et sans aucun rapport avec le phénomène simulé. Presque. On n'utilise pas tout à fait les mêmes machines, mais enfin, ça ne change pas grand-chose. Hein. Et donc, c'est sûr que par rapport aux maths, ça fait une différence. Il y avait un très beau dessin à l'INRIA, je me rappellerai toujours, c'était à l'époque du Cray-1, qui était la grande machine, là, peut-être de ce nom, où il y avait la manif des physiciens qui avaient des grands panneaux, tous avec marqué « Nous voulons un Cray-1 par chercheur ». Et le lendemain, il y avait la manif des matheux qui avaient repris les panneaux et enlevé le « E » de la fin. Et ça faisait « Nous voulons un crayon par chercheur ». Alors, il y a un truc intéressant aussi, qui va changer tout dans les sciences. Vous savez, les maths ont fait beaucoup pour les sciences, hein, mais pas toutes les sciences. Hein, c'était vrai. Le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique, ce qu'on enseigne à tout le monde, c'est pas vrai. C'est vrai en physique, mais c'est pas du tout vrai en biologie. D'ailleurs, les matheux n'ont jamais eu beaucoup d'importance en biologie, à part les épidémiologistes, les quelques probabilistes, la dynamique des populations, des choses comme ça, mais c'est assez mineur. Et donc, c'est pas vrai pour les sciences du vivant. Mais à l'époque, les sciences, le vivant, on pensait que c'était Dieu qui l'avait fait. De toute façon, on s'en occupait pas trop.
Ce que je pense, c'est que ça sera vrai quand on couple info et maths. Et on va voir pourquoi. Alors d'abord, regardons la biologie. La biologie, c'est exactement le même dessin qu'au début. Hein, vous avez ici l'ADN. Donc l'ADN, c'est le support des données. Alors il n'y a pas que celui-là, hein, mais parce qu'il y a aussi le repliement de l'ADN, qui est un gros support de données, qui s'occupe beaucoup de l'épigénétique. Mais bon, on va simplifier. On prend l'ADN, il y a des langages. Les langages, c'est le code génétique. Encore que ils aiment bien simplifier le monde un peu trop. Ils disaient entre les gènes, il y a le junk ADN. Puis on s'aperçoit que ce n'est pas du tout vrai. Hein. Le junk ADN joue des rôles très importants dans les repliements qui font que les gènes s'expriment comme ci ou comme ça. Vous avez la machine, vous avez la cellule. C'est une machine assez typique de base. Hein. Et puis vous avez des interfaces. Donc les entrées, c'est le soleil et les sandwichs. Hein. Et les sorties, c'est la duplication. C'est cool, ça, en informatique, on n'a pas vraiment au niveau matériel. Et puis les petites molécules comme l'ATP qui nous permettent juste de bouger. Donc ce dessin, il existe totalement. Et la cellule, c'est une machine avec un OS. On n'en parle pas. On parle que de l'ADN et tout, mais dans la cellule, il y a un OS. Et il y a un garbage collector. Parce que, par exemple, les protéines un peu trop vieilles, il faut les virer. C'est extrêmement important. Et puis, vous avez les démons de Maxwell, même dans les cellules. Par exemple, dans les cellules germinales, quand on fait un œuf, quand les femelles font des œufs, dans l'œuf, elles ne mettent que des protéines jeunes. Il y a un démon de Maxwell qui vire les protéines vieilles qui ne vont pas dans l'œuf et qui trie des protéines jeunes. Donc ça, c'est pas facile à faire. Hein. Mais ce n'est pas un vrai démon de Maxwell parce qu'il a de l'énergie. Voilà. Donc ça, c'est une petite vidéo qui est déjà ancienne. Il faudrait que j'essaie de le trouver mieux, mais qui est bien pour expliquer aux gens. Donc c'est une vidéo de synthèse sur la réplication de l'ADN. Alors moi, on m'a appris ça à l'école, mais je n'ai jamais rien compris, avec des tas de planches de dessin que dalle. Là, il y a un truc qu'on ne voit pas du tout sur les dessins, c'est la vitesse réelle. Ça va à cette vitesse-là. Hein, mais comme l'ADN, il fait 2 mètres de long, il n'est pas fait tout d'un coup. Ça va à 30 à 40 nucléotides par seconde. Ça fonce, hein, et vous avez ça partout dans votre corps en ce moment. C'est assez chouette. Alors, bon, les molécules, ça, c'était très simplifié. Voilà une molécule un peu plus détaillée. Donc, ça, c'est de la géométrie de synthèse, hein. Ce n'est pas une photo, c'est de la synthèse. Vous avez des cristallographes qui vous sortent des radios de ces cristaux fantastiques. Puis après, il faut comprendre comment tout ça, ça vibre et tout. Donc celle-là est assez grosse. Mais c'est surtout la pire, c'est j'ai oublié son nom. Celle qui traduit le ribosome, qui est un énorme agrégat de 3 protéines. C'est celui qui fait vraiment le boulot là-dedans. Et il y a beaucoup de boulot pour essayer de comprendre ça. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Par exemple, voilà une petite protéine, on va regarder comment elle se plie. Donc ça, c'est des maths. Hein. C'est des bassins d'énergie. Alors, elle est fabriquée linéairement au départ. Hein. C'est comme ça, l'ARN, le ribosome, ça sort un machin tout droit. Et puis, ça commence à vibrer. Et puis, ça reste dans des minimums d'énergie. Et puis, au bout d'un moment, ça va commencer à prendre la bonne forme. Vous voyez, il y a une crosse là qui n'arrive pas encore à sortir. Ça commence à prendre un peu de la bonne forme. Puis, au bout d'un moment... donc ça, c'est des simulations à un niveau très très bas. Voilà, elle a pris la bonne forme. Donc elle a résolu une équadif. Hein. C'est une machine à résoudre des équadifs, les protéines. Ils ne sont pas au courant, mais c'est tout. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'était une simulation d'un phénomène très rapide. Mais pour les grosses protéines, on ne peut plus faire ça. Et là, l'informatique se distingue de ce qu'on fait ailleurs. C'est-à-dire qu'on va faire des échelles d'abstraction différentes. On va manipuler en même temps plusieurs échelles d'abstraction. Donc ici, c'est une simulation d'un autre truc. Et on voit ici qu'on va simuler précisément certains aspects. Puis là, il y a ces cycles carbone qu'on laisse tranquilles. Et puis là, on va pouvoir décorer la simulation. Par exemple, quand il y a ces flèches qui apparaissent là, elles vont apparaître de plus en plus là. Ça veut dire qu'il y a un truc intéressant qui s'est passé. Donc on peut comme ça déjà expliquer et comprendre beaucoup mieux. Et vous voyez qu'ici, la simulation est complètement multi-échelle. Il y a des choses qu'on simule et des choses qu'on ne simule pas. Et en informatique, on est toujours en train de choisir nos échelles. Et ça, c'est vraiment intrinsèque enfin, c'est quelque chose qui est complètement constant, quoi qu'on fasse en informatique. On va le revoir sur les langages de programmation. Alors, vous avez les réseaux métaboliques. Ici, vous avez un réseau, on ne voit que dalle parce que le projecteur est trop lumineux. Vous avez un réseau de tas de réactions métaboliques avec des probas dessus et tout. Et maintenant, on sait analyser ces réseaux. Et il y a un gros projet entre l'Institut Pasteur, Polytechnique et aussi chez Dassault Systèmes qui permet de modéliser la carte. Et on commence à poser des questions mathématiques à la carte.
La première, c'est est-ce qu'elle est consistante? Et là, François Fage, qui fait ça, a écrit un papier avec un prix Nobel de chimie qui a montré que la carte qui lui avait donné le prix Nobel n'était pas consistante. Et ça, un biologiste ne peut pas le voir, c'est un calcul logique, a dit, non, il y a un problème. Ou alors, des déductions du genre, pour fabriquer telle molécule, il faut suivre ce chemin-là. Et ben, en lançant un solveur SAT, par exemple, on peut trouver, ou un solveur autre chose, on peut trouver que non, il y en a d'autres, des chemins qui sont tout à fait intéressants, etc. On peut faire des modélisations cinétiques, trouver des oscillateurs. La biologie est pleine d'oscillateurs. On peut aussi calculer avec de l'ADN. L'ADN commence à servir d'outil de stockage, ça vous le savez, c'est extrêmement prometteur. Pour l'instant, on met des mégabits dans l'ADN, et l'ADN, c'est ultra solide. Quand on ne l'emmerde pas à le mettre dans le vivant, c'est très solide. Et ça, c'est un langage de programmation à brin d'ADN. Et en fait, on peut fabriquer des ordinateurs à ADN. Ça marche, hein, ça marche. Maintenant, vous tapez ATCG sur les bons sites, un truc de longueur 100 ou 200, faites retour chariot, ça vous demande votre numéro de carte bleue, et 2 jours après, vous recevez la poudre. Hein, ça, c'est standard. Et donc, on peut programmer. Donc ça, c'est un petit opérateur de parallélisme qui s'appelle join. Donc ça, c'est un boulot qui est fait. Donc, vous voyez, alors ça là, c'est les signaux qu'on échange, et ça, c'est les portes logiques. Donc on veut que quand on a un rouge et un vert, ça nous fasse un bleu. Donc vous voyez, la porte logique va se réembobiner. Ça va attraper le vert. Là, ça va réembobiner. Là, ça va lâcher le bleu. Puis pour voir le résultat, parce qu'il faut visualiser, hein, là, il y a une protéine fluorescente qui attend le bleu et qui va libérer sa fluorescence en ayant attrapé le bleu. Et si on voit que la solution se transforme en vert luisant, c'est que la réaction a marché. Alors ça a un intérêt majeur. Alors c'est très compliqué parce qu'il faut protéger de ça contre les protéines des cellules, de faire des capteurs ultra précis dans les cellules qui recherchent des éléments extrêmement spécifiques, ou de faire des réparations. Neurosciences. Neurosciences, là c'est encore plus simple. Hein. Vous avez les entrées, c'est nos sens. Vous avez l'information, les données qui vont être portées par exemple par le code neural. On ne connaît pas tout, mais ce n'est pas un code neural. Les trains de Spike, on ne connaît pas le code. Vous avez des algorithmes partout. Vous avez des langages qui sont différentes façons d'utiliser ces trains de Spike, qui ont des tas de façons, c'est extraordinairement souple ce codage. Et puis vous avez une machine qui est le cerveau, et puis ça nous permet de jouer de la guitare ou de courir, entre autres. Donc ça s'étudie comme ça maintenant aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus pour essayer de comprendre. Alors c'est super dur, parce que c'est de la biologie, évidemment. Puis évidemment, il y a plein d'algorithmes. Il y a quelqu'un qui fait des recherches absolument fantastiques sur comment se passe la poussée du corps. Par exemple, vous avez dans le corps des horloges très précises qui vont vous pousser une vertèbre toutes les 90 minutes en changeant l'environnement juste de façon à ce que les vertèbres n'aient pas la même taille et tout. Et ça va se mathématiser très bien, mais ça va prendre du temps. Voilà, mais c'est compliqué. Alors les maths sur ordinateur, donc vous avez entendu parler des 4 couleurs ce matin. Alors la taille au-dessus, ça a été... je ne sais pas si tu en as parlé, Gilles. 4 mots. Hein? 4 mots. 4 mots. Donc Gontier, que j'ai eu la chance d'avoir comme étudiant, enfin je pense que c'est l'inverse, j'étais son étudiant quand il passait sa thèse. Il a fait les 4 couleurs d'abord, mais ensuite il a surtout fait le théorème de Feit-Thomson avec une équipe, et en discutant avec des matheux. Le théorème de Feit-Thomson, donc celui-là, c'est la classification des groupes finis d'ordre impair. Alors, c'est 255 pages de maths, hein, la preuve, en version condensée, qui commence par la phrase suivante: pour un lecteur connaissant bien le domaine, la lecture de la preuve prend 1 an. Bon, donc maintenant, c'est en machine. Alors, je ne vous raconte pas les détails ni la souffrance, parce que ça ne s'est pas fait en 2 secondes. Mais c'est assez intéressant, ils n'ont pas trouvé de bug. Mais ce qui est en machine, ce n'est pas seulement la preuve. C'est la mise en informatique de l'architecture de l'ensemble des théories qu'il faut pour faire cette preuve. Donc vous voyez, ça commence par des trucs simples, les matrices, l'algèbre linéaire, les polynômes, la théorie de Galois, les premiers, les groupes, ça je ne sais pas ce que c'est, ça non plus, la théorie de la représentation, la théorie des caractères, il paraît que c'est un gros morceau, je ne sais pas ce que c'est, etc. Et donc toutes ces théories sont articulées entre elles pour être réutilisables à n'importe quel niveau. Donc c'est vraiment comme le polymorphisme de ML dont Koch a hérité, mais en vraiment beaucoup plus évolué. Et c'est à l'aide de tout ça qu'on sort une preuve qui n'est pas bien grosse. C'est-à-dire elle s'écrit en tech, et écrite en tech, elle est 2 fois plus grosse que la preuve originale.
Elle suit la preuve originale, dans laquelle ils n'ont trouvé aucun bug. Ils ont trouvé des misprints, enfin des fautes d'orthographe curieusement trimballées à travers toute l'histoire de la preuve, mais qui sont que des détails. Et donc ça donne des idées, et ça donne des idées aux autres. Et par exemple, Xavier Leroy, celui qui a fait Camel, que vous connaissez, a fait aussi un truc totalement extraordinaire qui s'appelle CompCert, qui est un compilateur C mathématiquement prouvé. Et alors qu'on sait qu'on peut trouver des centaines de bugs dans tous les compilateurs du commerce. Et celui-là, il y a des gens qui ont fait des chercheurs aléatoires de bugs, voilà, et celui-là, ça fait 6 millions d'heures de CPU qu'ils ont mis dessus, ils n'en ont pas encore trouvé un, c'est normal, les maths. Alors, je vous montre quand même un truc qu'il faut expliquer aux élèves. Alors, je vous le montre rapidement, parce que si vous avez pratiqué, vous connaissez. Alors, pourquoi il y a des bugs? Alors, moi, j'explique ça comme ça. Là, vous avez Kepler. Kepler, c'est le mec qu'on embauche tout de suite. Hein. Très intuitif, hein, pas très rigoureux, ça il fait ce qu'il peut, comme vous, quoi. Vous essayez d'être rigoureux, puis c'est plus ou moins vrai. Puis lent, hein, je ne vous fais pas un dessin. Puis là, vous avez Pentium, donc totalement l'opposé, parfaitement rapide, parfaitement exact et parfaitement stupide. Donc faire de l'informatique, c'est faire passer une idée de ce côté-là, là. Et la distance est énorme. C'est ça, faire de l'informatique. Et donc, si on s'y prend n'importe comment, ben, ça va faire plein de bugs. Et malheureusement, c'est encore assez répandu hein, comme façon de faire. Donc, en particulier, quand on n'apprend rien, c'est assez garanti. Et quand on reste fier de soi. Et puis, c'est dangereux maintenant, l'informatique. Alors, je cherchais à expliquer ça aux gens, à des gens qui n'en ont jamais fait. Alors, j'ai trouvé un petit exemple qui marche bien. Ça, c'est Manhattan. Il n'y a pas Broadway, mais c'est Manhattan. Moi, j'habite là, j'ai un copain qui habite là, et je lui dis, viens chez moi. Et il me dit, mais comment je fais? C'est compliqué, Manhattan. Je lui dis, bah, écoute, c'est très simple, je vais te dicter le trajet. À chaque carrefour, tu as une instruction, à droite, à gauche ou tout droit. OK, donc voilà le trajet. Tu suis ça, tu arrives chez moi. Bon, très bien. Alors, la preuve, c'est que ça fait ça. Évidemment, ça ne va pas tout droit parce qu'il y a les sens uniques, les travaux et tout ça. Bon, sauf qu'il est fatigué, moi aussi, puis il y a un vrai programme, vous êtes d'accord que ça ne fait pas cette taille-là. Hein. Bon, alors supposons qu'il y a un bug. Alors un bug, c'est une erreur quelque part dans l'écriture du programme, dans la recopie du programme, etc. Par exemple, il a mal compris, il a mis un D au lieu d'un T. Alors il se passe presque rien, hein, rien du tout. Toute la fin du chemin est exactement pareille, elle a juste tourné de 90 degrés. OK? Alors c'est ça un bug. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il a fait presque ce qu'il fallait, mais qu'il est allé n'importe où avec la conscience professionnelle d'un ordinateur, qui ne manque pas de conscience professionnelle, lui. Si le bug était ailleurs, il irait dans un autre n'importe où. OK. Donc, faire juste, c'est arriver à ne pas aller n'importe où, alors que les n'importe où sont partout. Alors, voilà, c'est ça, la définition qui est importante. L'ordinateur est le plus extraordinaire amplificateur d'erreurs qu'on ait jamais inventé. Et si on ne comprend pas ça, il ne faut pas trop programmer. Okay? Et si on n'enseigne pas que c'est comme ça assez tôt, les gens ne prennent pas une attitude modeste par rapport à la programmation. Ils pensent que quand il y a un bug, c'est la faute de l'ordinateur. Vous avez connu ça, hein, je suppose. Alors non. Alors voilà. Alors quand c'est parallèle, je parlerai du parallèle tout à l'heure, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des bugs beaucoup plus sournois. Donc ici, vous avez deux processus parallèles monozygotes, là. Il y en a une qui a un crayon, l'autre crayon et l'autre qui a la règle. Elles veulent tous les deux avoir les deux pour faire leur dessin. Puis évidemment, aucune des deux veut lâcher le leur. Donc c'est ça qui se passe quand un système se congèle, en général. Très dur à détecter, parce que vous ne savez jamais si ça ne va pas remarcher au bout d'un moment. Alors, il y en a un très beau, c'est dans Le Monde. L'application du Monde sur iPhone. Alors, l'application du Monde est assez buggée. Enfin, moins maintenant, mais elle a été vraiment extrêmement buggée. Et elle avait deux bugs intéressants. Le premier, c'est sur Le Monde, quand on perd le réseau, il arrive très régulièrement qu'elle soit bloquée. Et il faut la décharger, la recharger, retaper son mot de passe et tout. Ça, c'est sur l'iPhone. Sur Android, c'est mieux parce qu'il y a un détecteur de blocage qui dit « elle ne fait plus rien » et qui affiche « le monde s'est arrêté ». J'adore ça. Alors, il y a un truc plus sournois, c'est quand il y a Lise, Laure et Manon. OK, Lise, Laure et Manon, là, il y a la petite... Lise et Laure ont décidé de s'entendre, mais la petite Manon, elle n'a pas la bonne taille. Donc, le système va marcher, sauf un bout qui ne marche pas. Ça, c'est ce qu'on appelle des problèmes de vivacité. C'est très dur.
Et ces bugs-là existent. Hein. Par exemple, il y a un bug qui a été trouvé il n'y a pas longtemps dans Linux, un bug massif, qui ont congelé l'intégralité du système en envoyant à systemd, le processus numéro 1, le démon systemd, on lui envoie un message de longueur 0, plus de Linux. Ça fait 4 ans que ce code était là. Alors je ne vous raconte pas la gueule de Linus Torvalds quand il a appris ça, et vous pouvez trouver sur le web ce qu'il en pense. Alors ça, c'est le truc le plus important que les gens ne comprennent pas, en particulier dans l'industrie. Un bug n'est jamais une panne de la machine. Les gens ont dit « mon ordinateur a bugué ». Mais non, ça arrive, mais c'est vachement rare. Ça peut arriver, mais c'est très très rare. Et ce n'est pas une panne du logiciel. On entend tout le temps « le logiciel est tombé en panne ». Mais non, il ne tombe pas en panne, le logiciel, il fait ce qu'on lui dit. C'est l'humain qui est tombé en panne. Hein, c'est l'humain qui est tombé en panne. Et ça, c'est vraiment important d'enseigner ça tout de suite quand on parle de programmation, parce que sinon, si on explique aux gens que la programmation, il suffit d'essayer pour y arriver, ça ne va pas donner les bons résultats. C'est plus subtil que ça. Bon, puis après, les bugs font les trous de sécurité, ça, je n'ai pas le temps d'en parler. Et évidemment, nous, notre métier, c'est de trouver des moyens qu'il y ait moins de bugs. Et ça commence à fonctionner. Moi, j'ai fait énormément de preuves formelles dans l'industrie, et ça commence à fonctionner. Alors, si vous avez la voiture de tout à l'heure, d'accord, ben, l'état actuel de la voiture, c'est un peu ça quand même. Hein. Il y en a plein, je peux vous en raconter plein. Je ne veux pas dépasser. Celui-là, j'aime beaucoup. J'ai une Berlingo, moi. J'aime pas trop les bagnoles. Comme je sais comment ils font, j'aime pas trop les bagnoles informatisées modernes, donc j'ai une Berlingo. Je pensais que c'était une 4L, pas du tout. J'avais la clé dans la main, et puis le moteur tournait. Je me suis dit, ah, ça, il n'y a que l'informatique qui peut faire ça. Avant, on ne pouvait pas. Et alors là, c'est très mauvais, parce que quand on va au garage, le garagiste dit, zut, c'est de l'informatique. Et là, ils sont désarmés, les garagistes. Je reviens le soir, il me dit, heureusement, on a trouvé... Ce qui empêchait votre moteur de s'arrêter, c'était un problème de contact dans le contacteur du feu stop. Alors là, quand on a passé un peu de temps dans l'industrie, moi j'y ai passé 10 ans à faire des avions et des trucs comme ça, on se dit, l'architecture de sécurité, ils n'ont jamais entendu parler. Hein. Bon, alors il y en a d'autres. Hein. Ça, c'était l'oncle d'une copine quand j'étais chez Sterel, dans ma boîte, là. Il avait acheté une super Espace toute neuve, chez Renault, ça aurait pu être chez quelqu'un d'autre, et puis ça a été multiplexé. Il y a des bus de données au lieu d'avoir des fils partout, c'est bien, mais il faut savoir le faire. Et donc, lui, de temps en temps, il mettait les essuie-glaces, ça mettait les phares, ou réciproquement, mais pas de façon déterministe. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bagnole neuve, il va au garage, et là, le garagiste lui dit, bon, écoutez, on n'a jamais entendu parler de ça, mais on va faire la procédure standard. Restez assis, on vous change tous les logiciels. Donc, sous le capot, vous avez une prise huile, eau, liquide de frein, lave-glace, logiciel. C'est comme ça une bagnole maintenant. Et donc, on lui change tous les logiciels, et le garagiste lui dit, vous pouvez y aller. Et là, il met sa clé de contact, sa carte de crédit de contact, devant l'endroit où il faut, et là, il entend clonk, et ils ont pété la porte pour le sortir. C'est arrivé au ministre des Finances thaïlandais qui allait faire une grande conférence à une grande organisation internationale. Il était dans sa belle Mercedes et puis ben voilà, il y est resté. Et il a fallu qu'il casse la fenêtre, et casser la fenêtre, c'est massivement, extrêmement dur sur une Mercedes. Bon, je passe sur certains bugs. Oui, ça c'est la nouveauté de l'informatique, c'est que maintenant on ne peut plus ouvrir les voitures de l'intérieur. Alors, il y a un mec qui est mort là en France l'année dernière, au soleil, il ne pouvait pas sortir de la voiture, il n'avait pas la clé. Ah oui, alors Mercedes, Tesla, Volkswagen. Volkswagen s'est fait avoir maintenant en grand. Donc un truc de téléphone permet d'ouvrir la bagnole ou de partir avec. On avait fait ça quand j'étais chez Digital, à l'époque des premiers circuits programmables, les FPGA. À l'époque, c'était des codes 12 bits, donc avec un FPGA, on envoyait tous les codes 12 bits successivement, puis on entendait schlong, schlong dans la rue, c'était drôle. Maintenant, c'est crypté, mais c'est crypté automobile. Comment Volkswagen s'est-il fait avoir? Parce que, heureusement, c'est les chercheurs qui ont trouvé ça, ils ont trouvé que toutes les clés de cryptage partaient de 5 codes primaires. On mélange après avec le numéro de série ou une connerie comme ça. Et donc, 5 codes primaires, il suffit d'essayer 5 trucs, hein. Les gens ne se rendent pas compte, ils ne comprennent pas la différence entre l'exponentielle et la somme. Apple avait une application
dans laquelle on rentrait le mot de passe et cette application s'arrêtait dès qu'une lettre du mot de passe était mauvaise. Donc le temps de décodage d'un mot de passe, c'est vraiment pas long, hein. Même à la main. C'est absurde. Là, ça, c'est quand on n'a pas appris un petit peu de maths, quoi. L'exponentielle et l'addition, c'est pas exactement pareil. Celle-là, elle est magnifique. Ça, vous trouvez tout ça dans le web, hein. Donc, il y a deux chercheurs américains très forts qui ont montré qu'ils pouvaient prendre le contrôle. Ah, maintenant, c'est Total. À l'époque du papier, c'était pas Total. Ils n'étaient pas contents. Ils n'arrivaient pas à tourner le volant en marche avant. Maintenant, c'est bon, ils savent faire. En rentrant par l'autoradio, depuis n'importe quel terminal HTTP, ils prennent le contrôle. Là, ils ont fait ça à un de leurs copains, hein. Voilà. Et bon, donc, c'est ça un peu l'état. Alors, est-ce qu'on peut contrôler les bugs? Oui, en faisant des maths. Donc, je pense qu'on a déjà parlé. En conclusion, alors voilà, c'est marqué, hein, donc, l'information, c'est léger, et les algorithmes, c'est souple. C'est exactement le contraire de la matière qui est lourde et pas souple. Et en combinant les deux, on peut faire des tas de trucs intéressants, mais à condition de bien s'y prendre. Et pour ça, les maths, c'est bien. Il y a encore malheureusement beaucoup de gens qui pensent que surtout, il ne faut pas faire de maths pour faire de l'informatique. C'est bien que vous enseignez, mais c'est un très grand sujet. C'est-à-dire que si vous allez à Berkeley, le plus grand département d'informatique, le plus grand département de la fac, c'est pas la biologie, c'est l'informatique à l'heure actuelle. Donc c'est un sujet gigantesque et on a décidé en France, et je suis au corps des mines, je peux vous dire que je suis au courant, que l'informatique ne serait pas une industrie. Bon, vous regardez les 10 premières sociétés du monde, ben, il y a 5 sociétés d'informatique, dont les 2 premières. Eh bien, on ne s'en est toujours pas aperçu en France, hein. Voilà. Question. Peut-être trop long. Un peu long. Qui veut intervenir, poser une question, voilà. Alors, merci pour ton exposé qui m'aura coupé de l'herbe pour mon exposé de vendredi, mais c'est pas grave, j'ai le temps. Donc, une question qui fait lien entre la fin de la présentation de Gilles, qui disait que finalement, la météo, on n'était pas trop capable d'expliquer pourquoi, mais on faisait avec. Et de plus en plus, j'entends des gens qui disent ben, les bugs, on fait avec. Et justement, tu nous dis... je pense qu'on est tous convaincus qu'il ne faut pas faire avec, mais sociologiquement parlant, comment lutter contre le « ben, il faut faire avec ». On ne peut rien faire contre. Ma boulangère va avoir des soucis avec le paiement sans fil et va dire ben, c'est de l'informatique, c'est normal. Donc le message qu'il va falloir faire passer à la société, c'est non, c'est pas normal et il faut mettre les moyens pour que nous, on arrive à former des informaticiens qui feront que ça se passera moins. Alors, c'est une question absolument fondamentale, c'est pour ça que je suis là. Il y a deux moyens. Enfin, il y a un seul moyen dans la vie de manière générale, ça s'appelle l'éducation. Je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous êtes déjà au courant. Simplement, c'est assez difficile parce qu'on a en particulier le système éducatif, jusqu'à, je dirais, 2015, a décidé officiellement que ça n'avait aucun intérêt d'enseigner l'informatique, il fallait enseigner ses usages. Donc ces usages, ça consiste à être dans la position de l'autruche. Hein, l'autruche, non seulement on prend des coups de pied dans le cul, mais on ne voit pas d'où. Hein, donc, c'est quelqu'un qui m'a dit ça à midi, je ne sais plus qui, mais je n'avais pas pensé à la deuxième partie de la formule qui est très juste. Donc, le danger, et c'est vraiment ce que j'ai dit, ma première phrase de ma première leçon de girl au collège, qui ressemblait beaucoup à ça c'est une évolution, je disais, la chose qui est le plus étonnante dans l'informatique, c'est que les gens sont surpris par des choses totalement organisées. Hein, ils sont en permanence surpris par des choses qui sont complètement organisées. Donc il y a un problème, ils cherchent à donner la faute au reste du monde alors qu'elle est chez eux. Donc il faut expliquer aux gens ce qui se passe d'une manière ou d'une autre. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait? C'est un grand mystère, il y a un truc à réfléchir. Vous regardez les programmes de physique. Dès que les choses ont été inventées, elles étaient dans les programmes. Vous regardez la physique de 1900, j'ai un bouquin de physique de 1904 pour les filles de terminale. C'est un bouquin pour les filles, j'ai pas la version pour les garçons, mais il fait ça d'épais, personne n'arrivera jamais à le lire.
Et donc, ils expliquaient tout ce qu'on savait de la physique. Ah, il y avait que deux trucs qu'ils ne savaient pas, c'était le corps noir et le mouvement brownien. Bon, mais ça, après, c'est venu... Et Michelson, c'est venu après. Ça a pris un petit siècle, ça a pris le XXe siècle. Voilà. Et c'était enseigné tout de suite. Et les noms des physiciens étaient célèbres instantanément. Einstein, quand il a inventé la relativité générale, dont personne ne savait ce que c'était, d'ailleurs, ça reste vrai en moyenne, il était célèbre mondialement avant d'être inconnu. Voilà. Et pour l'info, jamais. Personne n'a entendu parler d'Al-Khwarizmi, de Turing, de Shannon. Heureusement qu'on a fait les années Turing et Shannon. Et que l'IHP en particulier s'est vraiment bougé les fesses. Et les matheux. Alors, il y a une très bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous avez regardé ça, c'est un 2-3 codé. Un 2-3 codé, c'est la main à la pâte qui s'est décidé à faire de l'informatique. Ça, moi, je bassinais Pierre Léna en lui disant mais Pierre, c'est un astronome. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les sciences naturelles. Puis il s'est dit oui, il faut faire quelque chose. Et donc, il y a 3. Alors, j'en connais que 2 noms, donc tu connais le 3e. David Wigelbusch, Ter Kalmay et. Oui. Mathieu Herzig. Et qui ont fait un bouquin d'abord pour le primaire sur Scratch. Alors, je vais vous expliquer pourquoi Scratch est vraiment bien après. Et pourquoi Scratch est vachement mieux que les langages classiques pour enseigner, à mon avis. À cet âge-là, même après. Et maintenant, ils sortent le bouquin collège. Ils sont formidables. Ils sont formidables, ces bouquins. Ils sont beaux, ils sont joyeux, ils sont agréables à lire. Il faut dire que les informaticiens, ont quand même été un peu chiants. Parce que comment ils expliquaient le reste du monde, c'est toi, tu comprends rien, laisse-moi faire. C'est sûr que ça produit les résultats que ça produit. Donc, voilà, je pense que c'est l'éducation et se rendre compte collectivement qu'on a le choix entre subir ou construire dans la vie. C'est ça. Et en ce moment, c'est vraiment sérieux, ce choix. Mais dans le gouvernement, c'est pas encore arrivé. Hein. Ça, je peux vous dire. Hein. Je sais pas ce qui va se passer là, on verra. Oui, vous dites jusqu'en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015 qui nous aurait échappé là? Parce que je vois pas en quoi. Moi, c'est pareil. En 80, quand on a commencé à enseigner dans les années 80, on avait déjà des micro-ordinateurs dans les collèges, etc. Donc il y a eu un espèce de vaste. Enfin, qu'est-ce qui se passe en 2015? Moi, je suis il s'est passé quelque chose. Il y a un travail un peu plus souterrain que ça. Hein, donc je peux raconter dès le début. Nous, on disait, mais la population française ne va pas rester ignare aussi longtemps que ça sur l'informatique qui va dominer sa vie. Les gens, d'abord, ce n'était pas vrai pour eux. C'est-à-dire, les gens, ils ne savent déjà pas taper. Je vous rappelle que je peux vous rappeler les la dernière belle phrase de Sarkozy, par exemple, arrivant dans un truc d'entrepreneur et demandant aux entrepreneurs, disant à un entrepreneur, vous prenez bien, je suppose que vous prenez vos collaborateurs chez Pôle emploi. Et le mec lui répond, non, mais non, moi je fais comme tout le monde, je vais sur le bon coin. Et Sarkozy a dit le bon quoi. D'accord ? Donc ça indique le niveau de culture. Donc il pense que c'est un sujet non existant. Alors en 2008, en 2007-2008, c'est passé quelque chose. C'était au moment de la réforme d'Arcos. Vous vous rappelez de ça ? Bon, moi j'avais terminé ma première leçon inaugurale en disant, du point de vue de l'enseignement, la France rentre résolument dans le XXe siècle. Phrase assez claire. Alors je n'avais pas prévu le bug, le lendemain, dans 3 journaux, c'était marqué, rentre résolument dans le 21e. Un caractère de différence. Très belle illustration. Hein. Bon, et là, j'ai été appelé par les inspecteurs généraux, donc Cabane, Serré et tout, qui ont dit, oui, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, mais là, il y a peut-être une fenêtre. Et donc avant, il y avait eu de l'enseignement de programmation, mais je vous rappelle qu'il avait été supprimé en 1997, au moment de l'explosion de l'Internet. Puis il était minoritaire et facultatif. Bon. Donc, dans la réforme d'Arcos, il y avait une option en seconde. Elle est tombée la nuit du 14 décembre 2008, avec d'Arcos et sa réforme. Et après, on a continué avec les inspecteurs, on a fabriqué ISN. Donc là, Gilles, Mapom et des tas de gens, surtout lui d'ailleurs, se sont impliqués à mort dans ISN, qui est quand même, c'est un succès là où ça existe, mais pas là où ça n'existe pas. Et puis, il y a plein d'endroits où tout le monde s'en fout. Bon. Ensuite, on a continué à bosser et on a dit l'enjeu, c'est pas de fabriquer des enseignements, c'est de changer le point de vue et de dire l'informatique, ça se subit pas, ça s'apprend. Et c'est le point de vue qui est devenu officiel dans les réformes de 2015 et 2016. C'est ça le grand changement, c'est que maintenant, on ne dit pas
Il faut apprendre à servir d'un ordinateur. On dit il faut apprendre. Alors, ça s'est fait avec une timidité, réforme de l'éducation nationale, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est écrit, c'est on doit apprendre les algorithmes, la science informatique. Le mot science informatique, c'était une bagarre absolue. Oui, mais qui est le on, là, en l'occurrence ? Le ministère, c'est dans les textes. Oui, mais dans la bouche du ministère. Oui. Ah ben dans le cas précis, c'était Najat Vallaud-Belkacem et François Hollande. Très clairement. Oui, mais de qui pense-t-il qu'ils doivent apprendre ? Ah ben c'est nous qui avons fait les programmes avec les contraintes. Oui, et les enseignants ? Ah, alors qu'est-ce que nous avons dit et qu'est-ce que nous répétons partout, et que c'est vrai dans toute l'Europe ? Le vrai problème, c'est les enseignants. C'est la formation des enseignants, le vrai problème. C'est pour ça que nous, on passe aussi notre vie à faire des conférences comme ça. Mais voilà, la réponse, c'est il n'y a pas un rond. Ou alors c'est les MOOC, la réponse. Ça, c'est pas prouvé encore. Mais enfin, c'est bien, il faut essayer. Bien sûr, nous, notre combat maintenant, c'est plus de dire l'informatique, ça existe, c'est de dire, et les enseignants, ça existe aussi. Et ça ne peut pas aller l'un sans l'autre. Ça, c'est notre combat actuel. Et voilà. Et après, il faut fabriquer des... Il y a aussi le fait que les informaticiens ne savaient pas parler au reste du monde. Ils ne le faisaient pas. Quand on dit les informaticiens sont dans leur tour d'ivoire, c'était quand même assez vrai. Donc c'est ça notre combat actuel. C'est la formation des enseignants. Mais rassurez-vous, il y a un projet, il y a un rapport qui va sortir sur l'Europe. C'est partout pareil, sauf en Angleterre. L'Angleterre, c'est une discipline scientifique à égale des autres. Non, il n'y a pas que ça. Il y a la formation des enseignants et le fait qu'ils aient les vrais diplômes les mêmes qu'ailleurs. Parce que s'il n'y a pas de diplômes les mêmes qu'ailleurs, dans ce système-là, il ne se passera rien. Alors nous, on nous a expliqué, dans quelques réunions, oui, mais on ne peut pas créer un CAPES d'informatique parce que sinon, il faudra en faire un aussi en écologie. Non, ils ont 170 demandes. Et puis, bon, enfin bref, ça a été noyé, quoi. Mais notre problème aussi, c'est l'universalité du système, c'est-à-dire que le principe qu'on ne peut pas commencer parce qu'il faut d'abord généraliser. Ça, c'est une chance qu'ont les autres pays de ne pas avoir ça. Dans les pays fédéraux, ils n'ont pas ce problème. Dans les pays plus... Mais ça change parce que maintenant, les établissements ont plus d'autonomie, etc. Puis il faut aussi il faut aussi promouvoir les gens qui se bougent. Ça, c'est le plus important de tout. Hein, il faut promouvoir les gens qui se bougent, mais c'est pas facile. Rien que l'année dernière, moi j'ai connaissance à mon tout petit niveau de 3 formations pour enseignants, 3 formations en informatique pour enseignants qui ont été refusées par les rectorats. Je sais bien. C'est pas les rectorats qui ont été les plus... Dans les rectorats, il y a eu 2 sortes. Il y a eu ceux qui ont vraiment fait le boulot. Versailles, Nancy, il y en a eu plusieurs, hein, même pas mal, qui sont vraiment rentrés. D'autres dans lesquels les profs d'ISN ont fait 4 heures de cours, 4 heures, et d'autres dans lesquels il ne s'est rien passé. Les rectorats sont un point de blocage, c'est connu. Ben non, mais il faut bosser. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'on a ouvert la boîte. C'est le plus important. Le plus dur, c'est l'argument disant « ça ne sert à rien ». Parce que celui-là, on n'y peut rien. Après, une fois qu'on ouvre la boîte, mais il y a du boulot. On continue, hein. On continue, rassurez-vous. Ah non, il y a autre chose. La chose qui a tout fait, c'est aller dans les médias. Moi, je peux vous dire qu'il y a une émission d'Emmanuel Davidenkoff sur France Info, où il m'avait invité. On va beaucoup à la radio maintenant, ce qui était complètement faux avant. Hein. Même les matheux y allaient plus que nous. Alors, quand même pas des monstres de radio. Donc Emmanuel Davidenkoff commence son talk au journal de midi en disant « c'est un véritable scandale, mes 2 filles vont arriver au bac sans avoir fait une seconde d'informatique, ça déconne complètement ». Le lendemain, coup de téléphone du ministère. Ça, c'est efficace. Il faut jouer de tous les arguments, hein, tous les feux, il y a du boulot. Mais la formation des enseignants, c'est le plus important. Mais moi, j'essaie de vous expliquer que la formation des enseignants, c'est pas juste apprendre à faire ce qu'on aura à faire. Ça, vous le savez déjà, c'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. Non, c'est le combat, maintenant, c'est celui-là. Partout en Europe. Hein. Si on dit que ça coûte pas cher, comme disait Jean Villard, hein, la culture coûte cher, essayez l'ignorance. Non, mais on continue, hein, on continue. Puis il y a beaucoup de profs qui se sont bougés, il y a eu quand même beaucoup de mise en commun de choses, voilà.
Puis par exemple, on a vraiment, au CSP, le CSP est chargé des programmes. Bon, au début du CSP, on leur envoie nos documents préparés avec un grand soin. On s'aperçoit 3 ans après qu'ils n'ont pas été ouverts et qu'ils ne savaient même pas qu'ils les avaient reçus, bien que j'ai l'accusé de réception. À la fin, il y a Xavier Buff, que vous devez connaître. Et Xavier Buff, il est au CSP pour les maths, il fait vraiment le boulot. Hein. Et il dit, moi, l'informatique, je suis en charge, j'y connais rien, venez bosser. On a pu le faire, mais c'est parce qu'il était là. Donc, les débuts, c'est comme le bootstrap en machine. Le bootstrap, c'est toujours un peu compliqué, puis c'est un peu explosif, donc il faut essayer que ça fasse ça. Mais c'est la formation des enseignants. D'autres interventions, mais on prend une petite pause et on continue. Non, le plus important, c'est l'entrée en primaire. C'est l'entrée en primaire. Ça conditionne tout le reste. Ça va commencer. Vous pouvez détailler, là, vous avez dit que vous diriez les mérites de Scratch. Oui, mais je vais en parler juste après. Une deuxième partie. Une dernière intervention. Les mérites et le fait qu'on pourrait faire vachement mieux pour pas cher. Gérard, donc merci d'abord pour l'exposé, comme d'habitude. Donc tu as dit l'important c'est de faire des maths. Mais de quelles maths est-ce qu'on a besoin en informatique et est-ce que les maths, les Français sont réputés pour faire beaucoup de maths, mais peut-être les maths qu'on fait en prépa, par exemple, ne sont pas les bonnes maths ou pas seulement, donc n'incluent pas toutes les maths nécessaires. Alors ça, c'est extrêmement variable suivant les domaines. Par exemple, quand je vous montre des simulats, c'est des maths de prépa. Hein. C'est des maths de prépa, c'est d'algèbre, il y a là-dedans. Les maths de la logique pour les programmes, Mais je pense que quelqu'un qui a un entraînement à dealer avec les maths, il n'a pas de problème à se reconvertir à des maths. Donc nous, on a besoin, ça dépend des domaines. Quelqu'un qui veut faire de la simulation, il a besoin des maths de prépa. Hein, s'il ne sait pas ce que c'est qu'une équadif, il n'ira pas loin. Hein. La logique, c'est d'autres maths. Pour programmer juste, oui, il faut de la logique, il faut comprendre les vrais raisonnements en machine, c'est-à-dire comprendre ce que c'est que mécaniser un raisonnement. Mais ça ne touche pas tant de monde que ça, donc je pense qu'il y a un panel de choses. Mais c'est surtout l'esprit, que quand on veut attaquer un problème, il faut l'attaquer à la façon des matheux, des problèmes durs. Surtout ça. Toutes les simus que j'ai montrées, c'est quoi? C'est des matheux ou des informaticiens? Impossible de dire. C'est beaucoup des numériciens. Hein? Il y a beaucoup de choses qui sont des numériciens. Alors avant, ils s'appelaient des numériciens, maintenant ça devient très fondu. Hein? Les numériciens jeunes, avant il y avait les numériciens qui sous-traitaient des programmes aux ingénieurs, et maintenant c'est plus comme ça. Hein? Ça change ça beaucoup. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus polyvalents. Ils pensent que le monde moderne est beaucoup moins cloisonné. D'accord? Il est beaucoup moins cloisonné. Donc, par exemple, les astronomes... Voilà, je vais vous donner un exemple. Les astronomes ont un gros problème à l'heure actuelle d'embauche. Ils ont plein de candidats astronomes et c'est pas ça qu'ils veulent. Okay? Parce qu'ils n'ont pas de gens qui apprennent à programmer. Mais si les gens qui ont appris à programmer arrivent chez les astronomes en ne sachant pas ce que c'est que les équations de la mécanique, ils ne vont pas faire long feu non plus. Donc, ce problème-là, l'enseignement ne doit pas être rigide. Donc, il faut commencer et il faut expérimenter. Je ne pense pas qu'on puisse décider ça d'avance. Il faut avoir des différentes... les maths, c'est pareil. Si tu regardes les maths enseignées, au cours des temps, ils ont bougé. Et ils ont bougé aussi à cause de l'extérieur. Donc, je ne sais pas. C'est un truc à discuter en vrai. Et par exemple, je sais qu'il y avait eu Laurent Chénaud m'a dit qu'il y avait des discussions sur les bases de données au début pour les prépas. Il y a eu beaucoup de gens qui disaient il ne faut pas mettre des bases de données, ça n'a rien à voir. Bah oui, les bases de données, c'est plein d'algorithmiques super dures et super intéressantes. Et puis, c'est vraiment, vraiment, vraiment présent. Ce n'est pas du tout un gadget, tu vois. Ben, les bases de données, c'est aussi de la logique, c'est de l'algorithmique, c'est... Je sais pas. Mais si tu trouves les bons... Tu n'enseignes pas forcément tout, mais quand tu trouves les bons exemples, tu fabriques les bons moules mentaux. L'enseignement, ce n'est pas enseigner les problèmes que vont résoudre les gens. Ça n'a jamais été ça. Sinon, il n'y aurait pas de progrès scientifique, déjà. Alors, la question n'est pas simple, il faut s'y mettre à beaucoup pour y répondre. Hein. Merci.